Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, et tout ce que j'ai mis en place. Ma particularité, c'est que je partage aussi parfois le micro avec ma fille, qui vous raconte, avec ses mots à elle, comment elle vit cela, ses questionnements, ses craintes. Eh oui, c'est moi, je m'appelle Charlotte. Vous êtes prêts à écouter ma maman ? C'est parti ! Aujourd'hui, c'est sans nul doute l'épisode le plus difficile que j'ai à vous raconter depuis la naissance du podcast. Je me suis d'ailleurs longtemps posé la question de savoir si j'allais pouvoir le sortir. Mais je lis et j'entends tellement de témoignages autour de moi de femmes qui sont aussi dans un contexte familial compliqué, qui ont une mère, une sœur, une tante, qui se sont battues et se battent encore contre un cancer du sein. Alors d'abord, il y a l'aspect purement génétique. Les mutations génétiques BRCA1 et BRCA2 sont d'ailleurs souvent médiatisées, vous avez déjà dû en entendre parler. Nous avons la chance en France d'avoir accès à ce genre d'analyse. Grâce à une simple prise de sang au départ, et au travail d'un grand nombre de chercheurs derrière, nous pouvons savoir si nous sommes porteurs ou non d'une mutation. Et si c'est le cas, cela entraîne une augmentation du risque de cancer. Pouvoir avoir accès à ce type d'informations est une avancée médicale énorme, car cela nous permet, à nous, de faire des choix. Concrètement, de prendre des décisions. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Quand on apprend qu'on est porteuse d'une mutation, alors oui, en soi, on a le choix. Une surveillance renforcée avec des échographies et des mammographies plus régulières, une mastectomie prophylactique, c'est le nom qu'on donne à l'ablation préventive du sein avant d'avoir un cancer, pour éviter justement d'en développer un. Et puis il y a aussi l'ablation des ovaires, en prévention également. Donc oui, dans les faits, bien sûr, on a le choix de faire ou non ces chirurgies préventives. Mais quand vous avez vu votre mère souffrir, et que vous savez que vos statistiques sont plus élevées de développer un cancer, et que vous avez la possibilité de diminuer ce risque, est-ce que ça reste encore un choix ? Ressentir la culpabilité, quand on est malade, de faire vivre un enfer à notre famille, c'est déjà extrêmement difficile. Mais personnellement, j'aurais encore moins supporté d'avoir refusé une mastectomie prophylactique et d'avoir développé un cancer. Je m'en serais tellement voulu, car j'aurais pensé que j'aurais pu l'éviter. Et pourtant, même la mastectomie prophylactique ne fait pas tomber à zéro la probabilité du cancer du sein. Le risque existe toujours. Plus faible, certes, mais il n'est pas nul. Alors cette culpabilité, en soi, ça sert à rien. Mais malgré tout, je l'aurais ressenti. Là au moins, en ayant accès à l'analyse génétique et aux chirurgies préventives, on peut influer sur les statistiques. Ça reste des chiffres, mais pour reprendre une expression bien connue, et qui est tellement vraie dans ce cas précis, on parle ici de questions de vie ou de mort. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Alors notre choix, il est où ? J'ai la chance d'être accompagnée par une super équipe soignante pluridisciplinaire, qui me conseille au mieux, mais qui également m'a toujours rappelé que la chirurgie prophylactique était un choix, que mon corps m'appartenait, que c'était ma décision, et qu'il ferait au mieux en fonction de ma décision. Mais comme j'ai dit à mon oncogénéticien, pour moi, ce choix n'en est pas un. Je veux voir grandir ma fille, je veux assister à son mariage, à la naissance de ses enfants, je veux être grand-mère. Il est là mon choix. Je la choisis elle, je veux vivre avec elle. Et si pour cela il faut enlever les seins et les ovaires, alors enlevez-moi tout. Ça, c'est pour l'aspect purement génétique. Vous l'aurez compris, pour moi la question a été vite réglée. Attention, je comprends également celles qui refusent les chirurgies préventives, parce qu'elles n'en sont pas au même stade dans leur vie, car elles n'ont pas les mêmes ressentis. Et ce n'est pas parce qu'on prend vite une décision que l'acte en lui-même est simple. Il faut prendre en compte qu'il s'agit de lourdes chirurgies, avec des mois de rééducation, des douleurs. Mais pour moi, une fois les données en main, pour mon cas précis, la décision a été prise très vite. Non, le plus difficile, ça a été de faire le deuil de ma mère, une nouvelle fois. De faire le deuil de son cancer précisément. Parce que quand j'ai appris pour mon cancer, forcément j'ai fait le parallèle avec ma mère. Elle avait été diagnostiquée 10 ans plus tôt d'un cancer du sein inflammatoire, triple négatif, d'une agressivité impressionnante. Elle était décédée en quelques mois. Vous savez, quand on est une fille,
On grandit en entendant ce genre de phrases. « Oh, tu ressembles à ta mère, tu sais. Tu reprendras l'entreprise de maman plus tard ?» Les gens calquaient ma vie sur celle de ma mère. Nous avions des caractères pourtant si différents. Mais physiquement, on se ressemblait beaucoup. Je me souviens d'ailleurs quand on m'a rasé les cheveux après ma première chignon, parce qu'ils commençaient à tomber. On me les a rasés, de dos. Je ne me voyais pas dans le miroir. Et puis je me suis retournée. Mais ce n'était pas moi dans le miroir. C'était ma mère. Ma mère lorsqu'elle était malade, et qu'elle avait elle-même ses cheveux rasés. Je l'avais pas vue venir, celle-là. Même mon mari a ressenti exactement la même chose. Il m'a dit « Tu ressembles tellement à ta mère comme ça ». Il m'a avoué des mois plus tard qu'au premier coup de tondeuse, il avait été frappé par la ressemblance. Et qu'à chaque coup de tondeuse supplémentaire, il voyait de plus en plus la ressemblance. La ressemblance avec ma mère dans son cercueil. Ce moment a été un des plus difficiles pour lui. Il s'était bien gardé de me le dire. De mon côté, chaque fois que je me croisais dans le miroir, j'avais oublié pour mes cheveux et je sursautais, car j'avais l'impression de voir ma mère en face de moi. Ça a duré des mois. En fait, jusqu'à ce que mes cheveux repoussent. Et qu'est-ce que c'était difficile. Et qu'est-ce que c'était difficile. Parce que tous ces parallèles, toutes ces ressemblances induisaient la même issue. Je lui ressemblais tellement. J'avais la même maladie. Alors, j'allais mourir comme elle. Et ça, cette pensée, elle ne me quittait pas. Ma route était toute tracée. J'allais mourir comme elle. Il n'y avait pas d'autre fin possible à mon histoire. J'allais mourir comme elle. Un jour dans la douche, alors que je pleurais en me répétant cette phrase, j'ai eu un sursaut. Il faut savoir que pendant mon cancer, j'ai souvent utilisé la douche pour pleurer. Parce que le bruit de l'eau qui coule cache le bruit des sanglots. Parce que les larmes se mélangent aux gouttes d'eau. Parce que j'étais seule, sans craindre d'inquiéter ni mon mari ni ma fille. Ce jour-là, j'ai frappé le mur de la douche et j'ai pensé « Je ne vais pas mourir. Je vais vivre. Moi, j'ai le ticket gagnant, le ticket de guérison. » Je l'ai pensé dans ma tête, doucement au début. Et puis c'est monté. C'est parti du ventre. Je l'ai dit à voix haute. Tout bas d'abord. Je vais vivre. Et puis de plus en plus fort. Je vais vivre. Et puis cette phrase qui est sortie d'un coup. Je suis pas elle, je suis moi. Je suis pas elle, je suis moi. Et j'ai commencé à lister toutes les différences que j'avais avec ma mère. D'abord sur le cancer. Les caractéristiques de nos cancers sont différentes. D'ailleurs, au début, je voulais être soignée par le même oncologue que ma mère. Il avait été top avec elle et avec nous également. Je me souviens quand j'ai accompagné ma grand-mère à un rendez-vous avec l'oncologue de ma mère. Cela faisait 6 ans que je ne l'avais pas vue, depuis le décès de ma mère. Quand nous sommes rentrés dans son bureau, avec ma grand-mère, il s'est reculé dans son fauteuil. Il n'a pas prononcé de mots. Mais j'ai compris à l'expression de son visage qu'il m'avait reconnu. Je lui ai demandé « Vous me reconnaissez ?» Il m'a répondu « Bien sûr. On n'oublie pas des cas aussi tristes que celui de votre maman. Vous venez pour vous ?» Je lui ai répondu que non, que j'accompagnais ma grand-mère. Il a dit qu'il préférait ça, tout en s'excusant auprès de ma grand-mère, qui lui a dit qu'elle aussi, elle préférait que ce soit pour elle plutôt que pour moi. Alors, quand j'ai appris pour mon cancer, je me suis dit au départ, je vais aller le voir lui. Et je vais lui dire qu'il n'a pas réussi à sauver ma mère, mais que du coup, il doit me sauver moi. Vous vous rendez compte ? C'est pas humain de faire porter une telle responsabilité à un homme, même s'il s'agit d'un médecin. Je pouvais pas lui faire ça. Et puis finalement, est-ce que j'avais envie d'être soignée par le même oncologue, d'aller dans le même service de chimiothérapie, d'aller dans la même clinique ? Au moment où je passais mes journées, chaque fois que je me croisais dans le miroir à me répéter « Je suis pas elle, je suis moi !» Quel travail ça m'aurait demandé, quelle énergie dépensée là-dedans. Était-ce vraiment nécessaire ? Alors j'ai choisi une autre clinique, d'autres médecins, dans une autre ville. Plus loin, à 70 km de chez moi. Oui, la route a entraîné une plus grande fatigue. Et encore, j'ai la chance que mon mari m'ait toujours accompagnée en voiture, parfois mon père également. Mais je n'ai jamais eu à prendre de VSL ou autre. Alors oui, c'était plus loin,
Mais là-bas, personne ne connaissait ma mère. Elle n'y était jamais allée. J'allais pouvoir écrire ma propre histoire, me faire mes propres souvenirs de chimio. La première fois que j'ai pensé cette phrase, « Je veux mes propres souvenirs de chimio », je me suis dit que je devenais folle. Comment je pouvais me souhaiter cela ? Et pourtant, c'était le début de mon salut. J'étais en train de couper le lien avec ma mère. Au moment où j'avais le plus besoin d'elle, il fallait que je coupe le lien avec elle. Il fallait que je m'empêche de penser à ma mère, et quand j'y pensais, je devais le faire sous le prisme de nos différences. Ma survie et mon bien-être mental allaient passer par là. Ce qui était difficile aussi, c'est que je devais m'approprier mon cancer. Alors qu'on a envie de l'oublier, de le garder à distance, cela me forçait à me répéter les caractéristiques de mon cancer en boucle pour souligner les différences. Oh, j'ai de la chance, le mien il est hormonodépendant et HER2 positif. J'accueillais chaque nouvelle de différence entre mon cancer et celui de ma mère comme une chance supplémentaire de m'en sortir. Et ce travail-là, j'ai dû le faire seul. Qui pouvait m'aider là-dedans ? Je ne pouvais quand même pas demander à mon père, ni à mon frère, ni à mon mari. Cela aurait été beaucoup trop difficile pour eux, en plus d'accepter ma maladie, de leur faire revivre celle de ma mère. Ce dialogue, je ne pouvais l'avoir qu'avec moi. Parmi les annonces compliquées, il y a eu celle aux amis et aux connaissances de ma mère. Car je savais que le parallèle, ils allaient le faire tout de suite. Je le sentais d'ailleurs très vite. Et tout comme moi, ils ne faisaient pas le lien simplement par rapport à la maladie, mais bien par rapport à son issue. D'ailleurs, certains étaient plutôt francs. « Tu ne feras pas comme ta mère, hein ? Toi, tu vas t'en sortir. » Et ils avaient raison de me dire ça, même si ça paraissait dur. Parce que oui, ça passait par là. Je devais me dissocier de ma mère, me dire que non, je ne ferais pas comme elle. Elle qui pourtant s'était battue comme une lionne avec son cancer. Je suis passée par une phase où je n'avais pas d'autre choix que de critiquer son propre parcours pour me laisser à moi une chance. Parce que si j'acceptais le fait qu'elle avait tout fait, qu'elle avait tout mis en place, ça voulait dire que nous n'étions pas du tout maîtres de notre destin, et que quoi que je fasse, ça n'allait rien changer, et que j'allais mourir comme elle. Alors je devais lui trouver des défauts dans son combat. Et encore une fois, qu'est-ce que ce fut difficile. Surtout que le projet professionnel sur lequel je travaillais avant d'apprendre pour mon cancer, il était tourné vers elle. Le principe, c'était de créer une batterie d'outils, de fichiers, de process pour aider les chefs d'entreprise à gérer leur entreprise de manière plus efficace, pour qu'ils puissent se dégager davantage de temps pour autre chose, pour leur cœur de métier, pour leur famille ou pour leur hobby. Parce que je crois qu'une gestion différente de son entreprise permet d'être plus serein, plus heureux et d'avoir plus de temps disponible. J'avais passé des semaines à me mettre dans la peau de ma mère. Qu'est-ce qui aurait pu lui alléger son quotidien de gestion ? Comment gérer de manière moins chronophage ses employés tout en instaurant une bonne relation de travail ? Comment limiter le nombre de ses impayés ? Parce que je me disais que si elle avait eu ces outils-là, elle aurait passé moins de temps dans son entreprise, davantage de temps avec moi, et elle ne serait pas morte sans qu'on ait pu partager plus de choses. J'ai pensé à tous ces chefs d'entreprise qui disent à leurs enfants « Pas ce soir ma chérie, je dois terminer les salaires. Mais demain, promis, on jouera ensemble. » Et le lendemain, il y a autre chose à gérer. Et le surlendemain aussi. Jusqu'au jour où c'est trop tard. Il n'y a plus de lendemain. Parce qu'on pense toujours qu'il y a un lendemain, mais c'est faux. Un jour, ça s'arrête. Et moi, mon truc, c'est la gestion. Être synthétique, mettre en place des procédures qui font gagner du temps, pas simplement de la paperasse en plus. Je n'ai pas de talent artistique ni de don en quoi que ce soit. Ma mère, elle était tellement douée pour son cœur de métier. Moi, mon truc, c'est la gestion. C'était trop tard pour ma mère et pour moi, mais ce n'était pas trop tard pour les autres chefs d'entreprise et leurs enfants. Je devais faire le maximum pour leur fournir des outils qui les aident concrètement et leur fassent gagner du temps et de l'énergie, pour qu'ils puissent répondre à leur enfant « Oui, c'est bon, j'ai terminé les salaires plus tôt, je peux venir jouer avec toi maintenant. » J'avais passé des semaines à penser à ma mère, à ceux qui auraient pu l'aider, la soulager. En plus, quand les gens sont morts, on a tendance à ne plus penser à leurs défauts.
Ça ne sert à rien après tout. Autant ne garder que les qualités en tête. Mais à présent, je devais critiquer les choix que ma mère avait faits dans son parcours de soins. J'ai dû retourner mon cerveau. Je me suis forcée à chercher le moindre défaut. Je n'aurais pas fait ça pour telle chimio. Je n'aurais pas pris la même décision pour telle autre chose. Au moment où j'avais le plus besoin d'elle, je ne pouvais pas me dire qu'aurait fait ma mère, parce que je devais aller à l'opposé. Pourtant, je sais bien au fond de moi que les personnes qui décèdent d'un cancer, c'est pas parce qu'elles ont fait des erreurs, c'est pas parce qu'elles ne se sont pas battues, c'est juste que le cancer a été plus fort. Mais pendant des semaines, je me suis forcée à me répéter que ma mère avait fait des erreurs, que c'était en partie sa faute si elle n'avait pas survécu à la maladie. Pardon, maman. Pardon pour toutes ces pensées envers toi. Je sais que c'est faux. Je sais que tu t'es battue jusqu'au bout. Mais à ce moment de ma vie, j'avais besoin de t'inventer des erreurs. Pour pouvoir me dire que si moi je faisais différemment, alors j'avais une chance de m'en sortir. Pardon pour ces heures passées dans la douche à te demander pourquoi tu n'avais pas fait telle chose. Pardon pour toutes ces fois où, voyant mon reflet dans le miroir, je m'adressais à toi en te faisant des reproches. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire et penser dans ces moments-là. Avec le temps, les choses se dissipent. J'ai compris maintenant que j'avais besoin de ça, de couper le cordon encore une fois, de faire un nouveau deuil. À vous toutes qui êtes dans la même situation que moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Parce que quelle que soit la manière dont vous allez l'aborder, vous risquez d'être confronté à un conflit intérieur d'une telle violence parfois, alors même que vous avez déjà tellement de choses en tête pour votre propre combat. J'ai réussi à surmonter ça en me disant « Je choisis la vie, je fais au mieux pour moi, à l'instant T. J'aurai tout le temps de m'arranger avec les morts plus tard. C'est mon cancer, et pas celui de ma mère. C'est bon, le lien est coupé. Ce fut difficile, très difficile même. C'est sans nul doute la chose la plus difficile que j'ai eu à faire depuis mon diagnostic. » Dans le prochain épisode, Charlotte reviendra vous parler un peu plus en détail. De votre côté, vous pouvez dès à présent me faire parvenir vos remarques, vos questions, vos suggestions pour l'épisode final de la saison. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien. Vous pouvez me suivre et être informé des nouveautés sur le site internet www.moncancermafilleetmoi.com, tout attaché, ou sur la page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté ma maman. Bonne journée!